Très bien, dernière partie de notre cours d'aujourd'hui, ce sera des QCM en microbiologie qu'on va essayer de lire, de corriger et d'expliquer ensemble. C'est très facile. Hein? Parmi les espèces bactériennes suivantes, une est particulièrement impliquée dans les infections nosocomiales. Laquelle? Jaune, Brucella, non. Salmonella, non. Mais qu'est-ce que c'est? Très bien, c'est le Pseudomonas aeruginosa. Staff, mais qu'est-ce que les propositions? Oui. On se limite à notre question. D'accord? Puisqu'il y a un pseudomonas, on va se limiter au pseudomonas. D'accord? Très bien. Tous les éléments suivants caractérisent une infection nosocomiale, sauf un. C'est quoi une infection nosocomiale? Une infection nosocomiale est une infection attrapée qui a eu lieu en milieu hospitalier. On a des définitions cliniques. Quelle est des définitions cliniques? Il a été hospitalisé d'au moins 48 heures, non? Au moins 2 jours à l'intérieur de l'hôpital. D'accord? Oui. Sinon, c'est communautaire. Très bien. C'est une infection chez un patient hospitalisé qui n'était pas présente ni en incubation, ni à l'entrée du malade. Son agent causal peut être une bactérie, un virus, un champignon ou un parasite. Là, il faut cocher la réponse fausse, on est d'accord, hein? L'origine du germe peut être exogène ou endogène. Allez. Les bactéries responsables sont souvent sensibles aux antibiotiques. La suppuration de la parole sont parmi les plus fréquentes. C'est clair, s'il vous plaît. C'est clair que c'est la réponse D, hein? D'accord? Attention, les bactéries responsables, les micro-organismes responsables d'infections nosocomiales sont souvent multirésistants. Pourquoi? Parce que elles se multiplient et elles croient en milieu hospitalier. Le milieu hospitalier est un milieu où il y a utilisation de beaucoup d'antibiotiques. D'accord? Donc, avec les bactéries qui restent vivantes, c'est des bactéries qui ont survécu à des antibiothérapies. Donc, il y a une sélection des antibiotiques, il y a une sélection des bactéries qui sont résistantes. Pourquoi endogène ou exogène? Il peut y avoir une réinfestation, il peut y avoir une infestation à partir d'une porte d'entrée. Maintenant, la peau, un commensal de la peau peut entrer via une abrasion ou une voie sanguine, d'accord? Il peut y avoir une infection endogène à partir de l'individu lui-même. L'échec d'un traitement de gonococcie par la pénicilline en première intention s'explique essentiellement par gonococcie, pénicilline, gonococcie, pénicilline, gonocoque, pénicilline. La toxicité de la molécule d'antibiotique sur l'appareil urogénital. On a une seule réponse juste. Hein. Microbiome, nous donnons une seule proposition. Est-ce que la A est juste? Non, on cherche la toxicité à l'appareil néphrologique. Le fort pourcentage de souches de Neisseria gonorrhoeae, productrice de pénicillinase en Algérie. Mauvaise diffusion de l'antibiotique dans les tissus. Mutation chromosomique. Neutralisation de l'antibiotique par les anticorps antigonococciques. Voilà, là. La B. Bravo, c'est la B. C'est une résistance. C'est une résistance bactérienne à la pénicilline. Cochez la réponse fausse. L'association des antibiotiques est utilisée pourquoi dans certaines situations, on associe des antibiotiques. Et c'est dans les infections les plus graves ou les plus disséminées dans l'organisme. Pourquoi? Élargir le spectre. C'est la notion de base. D'accord? C'est la raison principale pour laquelle on associe 2 antibiotiques. Attention, s'il vous plaît. Quand on prescrit un antibiotique, quelle est la première règle pour la prescription d'un antibiotique? Première règle. Non. Une deuxième activité antibiotique. Bon, vous avez utilisé les allergies. Sensible ou résistant.
Non. Bravo, j'ai notifié le germe. Mais avoir un germe quand on donne un antibiotique, on imagine. Là, je vise quelque chose. Mais le semaine, d'accord? On n'associe jamais un antibiotique à un symptôme. On associe un antibiotique à une bactérie. Je suis en train de donner un antibiotique parce que je vise un germe. Même si c'est faux, on doit viser un germe. Première règle, c'est éliminer une allergie, d'accord? Très bon. C'est éliminer une allergie, mais viser un germe. La personne, je suspecte une infection à staphylocoque. L'allergie. Je dois chercher un anti-staphylococque. Est-ce qu'un de les allergies? Donc la première règle, le principe de base, la première étape dans la prescription d'un antibiotique, c'est de viser un germe. Très bien. Donc, il y a un ailleurs, je suspecte un fichep j'ai élargi le spectre. Surtout s'il faut agir rapidement avant d'attendre l'antibiogramme. Le résultat de l'antibiogramme. Traiter en urgence une infection avant l'isolement du germe. Ce que je viens de dire. Traiter une endocardite. Donc, on va mettre alors les endocardites, il faut les traitements. Prévenir la sélection de mutants. Raccourcir la durée du traitement. Entre la D et la E. S'il vous plaît, pour la D, qui a dit que c'est faux? Qui pense que c'est faux, sincèrement? On va essayer de débattre. Qui pense que la D est fausse et pourquoi? S'il vous plaît. Non, on diminue les chances de résistance. Si. S'il vous plaît. Supposons que j'ai un germe, j'ai un staphylocoque. Je vais essayer d'utiliser une double antibiothérapie injectable de longue durée en milieu hospitalier. Je vais utiliser 2 antistaphylococciques majeurs. Les 2 sont des antistaphylococciques. Mais pourquoi j'utilise les 2? Pour éliminer une résistance. Pour éliminer la chance qu'il y ait une sélection de mutants résistants. Donc, un staph. Donc, il y a un anti-staph. Le traitement il sera inefficace. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'il y aura un résistant? Là, il y aura un résistant. Mais il y a 2 antistaphylococciques. Est-ce que j'augmente la chance de tuer toutes les bactéries? Oui. En augmentant, vous savez que les يسلكوش بزاف بصح لو كانوا يسلكوا يولوا résistants les 2 antibiotiques. Je suis d'accord, mais le but c'est de réduire la quantité de bactéries qui vont survivre. Voilà. Survivantes. Qui m'accueillent. Les survivants de l'enfer. Vous ne connaissez pas? Non. C'est pas important. Non, quand même. C'est pas 60 ans. C'est une autre génération. S'il vous plaît. Donc, si on utilise des doubles antibiothérapies ou les plusieurs antibiotiques en même temps pour diminuer les chances de résistance. Ça ne va pas pour une bronchite communautaire, augmenter avec érythromycine. Non, c'est dans les infections. Oui, il faut éliminer le germe, avec l'antibiogramme. Je vais utiliser une chose, il est sensible à ces 2 antibiotiques, j'utilise les 2 pour justement défavoriser la création de résistance. D'accord? Là, raccourcir la durée du traitement, non. En quoi raccourcir la durée du traitement? Un autre type d'antibiotique, il va agir plus rapidement. La pharmacocinétique de chaque antibiotique est caractéristique à lui. Donc, un antibiotique a de la pharmacocinétique, un antibiotique a de la pharmacocinétique. Les 2 ont une durée de traitement qui est établie par les sociétés savantes. J'utilise la antibiothérapie comme il faut. Elle ne raccourcit pas la durée du traitement. Donc ce sera la E, je pense. Tous les antibiotiques suivants sont contre-indiqués chez la femme enceinte, sauf la femme algérienne, le pharmacien, bon, heureusement, on ne peut pas chloramphine. Quand même. وشنو هو اللي يقدر يمد لها بلا de l'ampicilline, bravo. L'ampicilline n'est pas contre-indiqué chez la femme enceinte. Très bien.
Les antibiotiques contre-indiqués chez la femme enceinte, vous avez un mnémotechnique. Bon, c'est un peu moche comme moyen de mémorisation. Tes amis qui saoulent l'école. D'accord. Donc T c'est tétracycline, ami c'est aminoside, qui quinolone, soul sulfamide et Nicole phénicolé. D'accord. Il y a 5. Tétracycline, aminoside, quinolone, sulfamide et phénicolé. Tes amis qui saoulent Nicole. Voilà. Mais je l'ai trouvé comme ça, qui sourit à Nicole. Oui, qui sourit. Oui. Tous les antibiotiques suivants sont des antistaphes, sauf oxacilline, pristinamycine, vancomycine, phosphomycine. C'est la cholestine. Les 4 sont des antistaphes. La vancomycine est un antistaphylocoxique majeur. L'oxacilline, oui. Bon, l'oxacilline n'est pas présente sur le marché. Hein. D'accord, c'est la dicloxacilline qui est. Ça ou là, oui. Donc c'est la cholestine qui n'est pas antistaphe. Là, vous les apprenez, oui. Les antibiotiques, les tableaux théoriques, vous n'avez pas. Les spectres, un spectre large, un spectre étroit. Le mode d'action, il faut le connaître. Ou les noms, les familles. Toutes les substances chimiques suivantes sont des antiseptiques, sauf le métronidazole, qui est un antibiotique. D'accord. Ta parasite, oui. Flagile. Donc, ce n'est pas un antiseptique. Très bien, c'est un antibiotique. Alors, c'est des questions faciles, plus ou moins. Est-ce qui va donner ta test, hein? Les questions qui m'ont cocher la réponse fausse. C'est une question qui se répète et qui fait débat, qui fait souvent débat. Cocher la réponse fausse. Le prélèvement LCR, liquide céphalorachidien, doit être acheminé immédiatement au laboratoire. Peut être conservé à 4 degrés. Le résultat de son examen cytologique est obtenu dans les 15 minutes. Peut être ensemencé au lit du malade. Doit être fait avant toute antibiothérapie. Une réponse fausse. C'est la réponse B qui est fausse. D'accord? Pas à 4 degrés. Oui. Mais la B, elle est fausse. On ne met jamais dans le frigo du LCR. À 37 degrés. Et l'interprétation, le LCR, c'est une urgence biologique. D'accord? Le prélèvement du laboratoire pour qu'il soit interprété avant qu'il ne soit contaminé. Donc c'est la réponse B. On va dire comme des techniques, les conditions de collecte, les conditions d'interprétation. Tu as le LCR. D'accord? Bof. Le plus important pour nous dans ce QCM, c'est l'acheminement doit être rapide. Le prélèvement doit être acheminé immédiatement au laboratoire, en main propre, pas par le télétube, etc. Si l'acheminement doit être postposé, on ne dépasse pas les 2 heures et on les conserve à 35 degrés, jamais au frigo. Donc pas à 4 degrés. D'accord? Très bien. Encore. La réponse fausse. Les différentes méthodes de stérilisation sont. Mais il faut cocher la réponse fausse. Poupinelle, autoclave, désinfection, filtration, radiation. C'est une question piège. Hein? Quelle est la différence entre une désinfection et une stérilisation? Attention, la désinfection concerne les milieux inertes. Javel ou... D'accord. Ah oui, il faut le faire. La désinfection est une chose. La stérilisation en est une autre. D'accord. On désinfecte tabla, les potagers. D'accord. C'est très important la désinfection pour la prévention des maladies. Oui, si vous voulez. Oui, très bien. Et là, il y a une notion que je voudrais bien
vous expliquer, surtout aux filles, puisque le ménage, c'est le fait de rien. C'est le fait que les résistances bactériennes, qu'une bonne partie des malades qui se retrouvent en... Comment ça s'appelle? En soins intensifs, ils peuvent rire de la nourriture. D'accord? S'il vous plaît. Malheureusement, pour augmenter leur production et pour augmenter leurs gains, les agriculteurs et les éleveurs de poulets, donnent des antibiothérapies. Donnent des antibiothérapies systématiquement à leurs poulets. Donc, par exemple, 10 000 poulets, donc les 10 000 poulets, ils ont des antibiotiques. Pourquoi leur donner des antibiotiques? Pour qu'ils ne tombent pas malades, pour qu'il n'y ait pas d'infection et pour qu'ils ne meurent pas. Parce qu'un poulet, s'il y a une infection des poulets, ça diminue les gains. D'accord? Donc, les éleveurs, ils vont donner des antibiotiques. Ils vont donner des antibiotiques aux poulets. Et quand on donne des antibiotiques anarchiquement, qu'est-ce qu'on fait subir aux poulets? On va laisser cultiver des bactéries résistantes. Les poulets, les C3G, ou l'amoxicilline, ou l'augmentin, d'accord? Donc si ce poulet est infecté, il y aura une bactérie qui est multirésistante qui va croître à l'intérieur du poulet. Quand on transporte les poulets, on les transporte dans des camions où ils superposés un poulet sur un autre. Sur l'autoroute des poulets. Malheureusement, les poulets vont se déféquer l'un sur l'autre. Oui, c'est des étages. D'accord ou pas? Ils seront nettoyés anarchiquement et ils vous seront remis sur le marché. Ils vous seront vendus. Donc la pire erreur qu'une personne qui est en train de cuisiner peut faire, c'est de laver un poulet après l'avoir acheté. Donc il faut laver le poulet, docteur chauffe le bain. D'accord? Non, j'ai un autre moyen. Non, il ne faut jamais laver un poulet après l'avoir acheté. Il faut directement... Non. D'accord? Il faut essayer de le brûler. Parce que quand on le lave, on va disséminer des bactéries multirésistantes dans les ustensiles et dans notre nourriture. Et hop, vous avez une infection, une gastroentérite à une bactérie multirésistante. Mal vous vous retrouvez en réanimation, puis à la morgue, puis au cimetière. D'accord? Très bien. D'accord? Donc il faut faire la différence entre un antiseptique et un désinfectant. Les germes des infections nosocomiales se transmettent le plus souvent par les infections nosocomiales. La principale voie de contamination dans les hôpitaux, c'est quoi? C'est la voie manuportée. Attention, c'est la voie manuportée. La région la plus sale de notre organisme, c'est nos mains. C'est nos mains. Il faut avoir les habitudes de bien se laver les mains et avoir les bonnes conditions d'hygiène. Donc c'est la voie manuportée. Encore, un bon prélèvement bactériologique est conditionné par les éléments suivants. Sauf un, nécessite une asepsie rigoureuse. Une asepsie par un antiseptique, par des mouvements rotatoires du centre vers la périphérie. Très bien. Il doit se faire avant toute antibiothérapie. Oui, pourquoi? Pour ne pas avoir des germes qui ont été déchiquetés, décapités, décapités par l'antibiothérapie, merci. Doit s'accompagner d'une fiche de renseignement clinique, c'est clair, peut être conservé plusieurs jours en température ambiante. D'accord? Doit s'acheminer le plus tôt possible au laboratoire. C'est clair que c'est la réponse D. On ne va pas laisser un prélèvement. D'accord? Réponse fausse. Un antibiotique est une substance antimicrobienne. On les classe en famille. Il est défini par un spectre d'activité. C'est quoi un spectre d'activité? C'est les différents micro-organismes auxquels qui sont censés répondre à cet antibiotique, qui sont sensibles à cet antibiotique. L'efficacité ne peut être appréciée que par des tests in vivo. Le mécanisme d'action est bien déterminé. Très bien. Le mécanisme d'action il est déterminé. L'antibiotique parce que je sais qu'il va détruire la paroi. Parce que je sais qu'il va
empêcher la synthèse de parois, parce que je sais qu'il va se fixer sur l'ADN. D'accord, les mécanismes d'action sont bien définis. Très bien. Réponse juste, l'avantage du milieu diphasique en hémoculture, quand on réalise des hémocultures. C'est quoi un milieu diphasique déjà? Un milieu diphasique, c'est un milieu qui contient et le sérum et un peu de gélose. Pourquoi la gélose? La gélose pour qu'il y ait une culture. Une culture sera en même temps une quantité de sang récupérée plus une culture. Je peux la laisser cultiver. D'accord? Donc ça sera en même temps une culture. Donc quelle est la proposition juste concernant ces milieux diphasiques? Une plus grande richesse du milieu en acides aminés, une atmosphère pauvre en oxygène, une incubation plus courte, la possibilité de se limiter à un seul flacon, la présence d'une couche de gélose pour visualiser les colonies. C'est la présence de gélose qui permet de réaliser des cultures. Hadia, s'il vous plaît, pourquoi elle est fausse, la possibilité de se limiter à un seul flacon? Les conditions de l'hémoculture, elles sont claires. On réalise 3 à 4 hémocultures par 24 heures ou en 48 heures, d'accord, au pic thermique. Pourquoi les pics thermiques? Parce que les pics thermiques correspondent aux décharges bactériennes. Bravo. Bravo, vous êtes excellent. Le mécanisme d'action de bêta-lactamine. Comment agissent les bêta-lactamines? Inhibe la réplication de l'ADN. Inhibe la transcription de l'ADN. Désorganisation moléculaire de la membrane. Inhibition de la synthèse des peptidoglycanes. Inhibition de la synthèse protéique. Elle va agir au niveau des peptidoglycanes. Bravo. Donc voici les mécanismes d'action. S'il vous plaît, avec le tableau comme les antibiotiques, le mécanisme d'action de chaque antibiotique. Il faut les apprendre. D'accord? Donc certains vont agir au niveau de l'ADN, certains au niveau de la paroi, certains au niveau de la membrane plasmique, et chacun aura son effet. Ce sont des analogues structuraux de substrats des enzymes synthétisant les peptidoglycanes. Elles vont se lier à ces enzymes et les empêcher de réaliser leur fonction. Kif kif, vous lisez l'explication chez vous. La concentration minimale inhibitrice. La concentration minimale inhibitrice d'un antibiotique vis-à-vis d'une souche bactérienne. Et le nombre de bactéries survivantes après contact. La plus faible concentration d'antibiotiques inhibant la croissance. Le diamètre de la zone d'inhibition. Le pouvoir bactéricide. La dose journalière à prescrire. Donc ce sera... Très bien, la couche minimale, on a dit inhibitrice. C'est pas la couche, la concentration minimale inhibitrice, c'est la quantité d'antibiotiques qu'il faut administrer pour arrêter la croissance. Donc, les effets des antibiotiques, vous savez très bien que les antibiotiques peuvent avoir une activité bactériostatique, une bactérie bactéricide. La action bactériostatique va arrêter la croissance bactérienne et la bactéricidie est l'élimination des bactéries. Elle va les tuer. Dans la bactériostase, regardez ce qu'on vous dit, il n'y a pas de destruction des bactéries. D'accord? Il y a juste une inhibition de leur croissance. Mais un ralentissement de leur croissance, l'antibiotique est bactériostatique, comme les macrolides, tétracycline et les phénicolés. Par contre, dans l'action bactéricide, il y a destruction des bactéries. Quand j'ai une infection bactérienne grave, est-ce qu'il faut favoriser les antibiotiques bactéricides ou bactériostatiques? Les bactéricides. Très bien. Il y a une accélération de la mort des bactéries. Elle est dite bactéricide, comme les bêta-lactamines, les aminosides, les glycopeptides. Très bien. Donc, voici l'évolution du nombre de bactéries selon l'utilisation d'un antibiotique bactériostatique ou bactéricide. Vous voyez que les bactériostatiques vont stabiliser les bactéries. Il n'y aura pas une réduction, il n'y aura pas de diminution. Les bactéries vont se multiplier. Vous voyez, ils vont se multiplier, et puis les stabiliser. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une diminution. Le témoin, ça c'est le témoin. D'accord? Et ça, c'est après utilisation de la bactérie. Donc j'ai diminué la croissance et la multiplication, sans tuer les premières cellules. Par contre, l'action bactéricide, elle dit que la première partie inoculée, elle va diminuer. Mais je vais tuer les bactéries. Je vais les détruire. Les bactéries. Très bien.
Concentration minimale inhibitrice, c'est la plus faible concentration de l'antibiotique pour laquelle il n'y a pas de croissance visible à l'œil de la souche bactérienne à étudier. Merci, bon courage. De la souche bactérienne à étudier. La concentration minimale bactéricide, c'est la plus faible concentration d'antibiotiques qui ne laisse pas de bactéries vivantes. Mais bien sûr, elle a une définition biologique inférieure à 0,01 de la quantité inoculée. Très bien, on a presque terminé. En attendant de faire parvenir au laboratoire, lequel de ces prélèvements doit être gardé à 37 degrés? Urine, sel, hémoculture, puis d'abcès, biopsie. Les hémocultures, d'accord, on les garde à 37 degrés, c'est la température de mon organisme. D'accord? Température de mon organisme. En Algérie, la majorité des couches de staphylocoque présentent une résistance à Vous répondez pénicilline. Bravo, c'est la pénicilline. Bon, on n'utilise jamais le traitement à l'estaf. D'accord. Un malade présente un tableau infectieux. Un malade présente un tableau infectieux avec fièvre et altération de l'état général. Vous décidez de pratiquer des hémocultures. Quel est le protocole? Un seul flacon. 3 à 4 au moment des pics fébriles. Toutes les 3 heures, toutes les 6 heures. 4 flacons toutes les heures. C'est la paix. Les bactéries auxotrophes sont capables de cultiver en milieu simple, incapables de synthétiser leurs constituants sans apport extérieur en facteur de croissance. N'ont aucun besoin en facteur de croissance, ont un taux de croissance très bas, toutes les réponses sont justes. C'est clair, les bactéries auxotrophes sont incapables de synthétiser en eux-mêmes les facteurs de croissance. Donc il y a plusieurs classifications de bactéries, selon l'utilisation du carbone, selon le besoin en facteur de croissance. Donc on va commencer, on va les voir un à un très rapidement. Selon les besoins en carbone, il y a des bactéries autotrophes, les micro-organismes autotrophes, elles vont synthétiser eux-mêmes leur carbone à travers du CO2 de l'air. Et les bactéries hétérotrophes, ils ne vont que dériver leur carbone à travers un carbone organique. L'autotrophe, elle a une fonction autonome, comme le CO2 de l'air, d'accord, et elle va en synthétiser comme une plante, elle va en synthétiser de la matière organique. L'hétérotrophe, elle a besoin d'une matière organique, elle ne fait que transformer cette matière organique en une autre matière organique. En ce qui concerne les besoins énergétiques, il y a les bactéries qui ont besoin de lumière, les phototrophes, il y a des bactéries qui réalisent des fonctions d'oxydoréduction, qui ont la glycolyse, le cycle de Krebs, des voies qui leur sont spécifiques, d'accord, on les appelle chimiotrophes. Chimiotrophes, c'est-à-dire qu'elles vont réaliser des réactions d'oxydoréduction pour produire de l'énergie. Donc phototrophes, vous voyez que c'est comme s'il y avait des bactéries qui ressemblent aux végétaux et des bactéries qui ressemblent aux animaux. Ceux qui ressemblent aux végétaux tirent leur matière carbonique à partir de l'air. Ils la lumière. Il y en a d'autres qui non. Ils ont besoin de matière organique qu'ils vont transporter ou qui ont besoin de réaliser des fonctions d'oxydoréduction. Très bien, très bien. On arrive à notre sujet. D'accord? Les besoins spécifiques, il y a les bactéries auxotrophes ou il y a les prototrophes. Les auxotrophes, ils ont besoin de certaines molécules spécifiques dans le milieu. D'accord? Et qui ne peuvent pas survivre sans ces molécules. Prototrophes, elles sont primitives, elles n'ont besoin de rien. Elles ont besoin des molécules de base, elles n'ont pas besoin de molécules spécifiques. Elles n'ont pas besoin de molécules spécifiques. On vous a donné les 2 exemples, je les ai cités parce qu'ils sont contenus dans votre cours. D'accord? Escherichia coli ou l'Haemophilus influenza. D'accord? Donc l'Escherichia coli n'est pas exigeant, alors que l'Haemophilus, si. Très bien. Allez, on enchaîne. Un germe commensal est toujours aérobie strict. C'est quoi un germe commensal? C'est un germe qui vit à l'intérieur de mon organisme dans une relation donnant-donnant. D'accord? Une symbiose, bravo, une symbiose, c'est-à-dire qu'il profite de mon organisme et qu'il me fait profiter. Comment il profite de mon organisme? L'ADL. L'ADL, t'as les bactéries, c'est votre intestin. Sachez
que dans votre tube digestif, il y a plus de bactéries que de cellules dans tout votre organisme. D'accord? Dans vos intestins, qu'il y a des bactéries, le nombre de bactéries dans nos intestins est plus important que le nombre de cellules dans notre organisme. Très bien, donc je leur donne un habitat, je leur donne de la nourriture, je leur donne de la température, l'électricité, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vivre et survivre. La vie de ces commensaux elle-même, elle me protège. Comment elle me protège? Premièrement, la présence de ces bactéries va stimuler le système immunitaire. Les maltes qu'on avait cité ce matin. Donc la présence de ces bactéries, elle va stimuler et elle va créer une stimulation continue et chronique de mon système immunitaire. C'est la première. La deuxième, qui est très importante aussi, elles vont participer à la dégradation des aliments. D'accord? Elles vont dégrader à la fermentation, à la création. La vitamine K, par exemple, sa synthèse implique le côlon et des bactéries du côlon. Très bien. Très bien. Troisièmement, qui est aussi très importante, une fonction très importante, il faut savoir que ces bactéries, puisqu'elles sont contenues dans mon intestin, elles vont empêcher d'autres bactéries de venir les menacer. Supposons que vous تسكنوا في دار ويجي لكم واحد يقول لكم خرجوا منها. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le combattre. Enfin, la police. Alors, supposons qu'on ait des primitifs. Les bactéries, elles la police, donc les bactéries, s'il y a une bactérie qui essaye d'attaquer son habitat, elle ne va pas la laisser se multiplier. Donc la bactérie commensale qui vit dans mon organisme, elle va empêcher la population d'autres bactéries. Parce que cette autre bactérie, elle va la menacer. Elle va manger avec elle va se multiplier, d'accord? Donc ça va devenir menaçant. Et donc, en empêchant ces bactéries de se multiplier, elles vont me protéger. Parce que les bactéries elles-mêmes, les bactéries commensales, ne sont pas dangereuses. Mais les bactéries qui vont venir à la nuit, certaines d'entre elles sont dangereuses. Donc elles sont en train de me protéger en protégeant leur habitat qui est mon intestin. Très bien, c'est ça les bactéries commensales ou les germes commensaux. Toujours aérobie, non. Psychrophile, toujours à gram positif. C'est une bactérie productrice d'anotoxine. Aucune de ces réponses n'est juste. Aucune de ces réponses n'est juste. Très bien. La réponse fausse, je crois que c'est le dernier QCM, non? La réponse fausse, l'étude de la croissance bactérienne, elle permet l'élaboration de milieux de culture pour les bactéries, l'identification des bactéries selon leurs exigences nutritives. Qui fait HP? Pourquoi elle est juste? Dans un milieu, si elles n'arrivent pas à croître dans ce milieu, les méfaits la vitamine A, ou elles arrivent à croître dans ce milieu qui contient de la vitamine A, je déduis qu'elles ont besoin de vitamine A. Donc la culture, l'étude de croissance bactérienne, la mise en culture des bactéries, elle me permet de savoir quels sont les besoins. Je vais modifier les constituants du milieu, mais chauffe. S'il y a croissance maintenant, il y a les éléments qui favorisent cette croissance. S'il n'y a pas de croissance, ça veut dire que les facteurs sont insuffisants pour réaliser la croissance. Très bien. Le suivi de l'activité bactéricide des antibiotiques. Oui, là c'est le principe de l'antibiogramme. Comme la bactérie, je les laisse dans un milieu, l'antibiotique. S'il est efficace, il est efficace et le germe est sensible. S'il n'est pas efficace, il n'est pas efficace. Le dosage microbiologique des vitamines, la surveillance du traitement antibiotique. C'est la réponse D. Le dosage microbiologique des vitamines, ça n'a rien à voir. D'accord? Le dosage des vitamines ne fait pas partie des buts, de l'étude de la croissance bactérienne. Et je vous remercie.